Comment un simple chimpanzé, tapi et terrifié dans une forêt dense il y a des millions d'années, a-t-il pu dicter la manière dont les grandes puissances élaborent aujourd'hui leur stratégie de dissuasion nucléaire? C'est vrai que posée comme ça, la question semble complètement absurde. Absolument. D'habitude, quand on pense à la haute stratégie, on s'imagine un général austère penché sur une immense carte en train de déplacer des divisions de blindés avec une logique froide. Ouais, mathématique et implacable, presque comme un ingénieur qui résout une équation en fait. Et je suis ravie de lancer cette nouvelle plongée analytique d'aujourd'hui, car on va voir que c'est très différent. Bienvenue à tous. Je suis ravi d'être là pour aborder ça. Cette image du stratège détaché et purement rationnel, c'est un mythe très tenace. On aime croire que nos décisions, surtout pour la guerre et la paix, viennent d'un intellect supérieur. Alors que la réalité est beaucoup plus organique. Et beaucoup plus brutal de coup. Totalement. Notre exploration d'aujourd'hui s'appuie sur le livre vraiment fascinant de Kenneth Payne. Ça s'intitule Strategy, Evolution and War, From Apes to Artificial Intelligence. Un ouvrage indispensable pour comprendre notre sujet. La mission de cette discussion, c'est de tirer un fil conducteur insoupçonné, comprendre en quoi l'approche humaine de la stratégie n'est absolument pas une invention moderne. C'est le produit direct, et parfois contraignant, de notre biologie évolutive. On va retracer cette généalogie depuis les premiers primates jusqu'aux Grecs anciens, pour comprendre comment notre passé façonne nos décisions, juste avant que l'intelligence artificielle ne vienne tout rebattre. Il va y avoir pas mal de choses à dire sur l'IA à la fin. Mais pour commencer, il faut adopter la définition fondamentale de l'auteur. Il définit la stratégie comme l'utilisation ciblée de la violence à des fins politiques. Bon, on va décortiquer un peu tout ça. Comment la biologie pure arrive à dicter la guerre? Eh bien, pour comprendre le mécanisme, il faut se replonger dans les pressions implacables de la sélection naturelle. Dans notre passé de chasseur-cueilleur, quoi. Exactement. À cette époque, la menace numéro 1 pour la survie d'un individu, c'était pas le manque de nourriture. C'était pas les maladies ou les grands prédateurs non plus. C'était quoi, alors, les autres humains? De manière écrasante, oui. La violence mortelle venant d'autres groupes d'hominidés. La guerre tribale a agi comme le moteur principal de l'évolution de notre intelligence. Donc, s'entretuer nous a rendus plus intelligents. C'est cynique, mais fascinant. La règle du jeu était simple en fait. Pour survivre à cette violence, il fallait pouvoir coopérer avec son propre groupe. Et j'imagine que cette nécessité de coopérer, c'est pas par bonté d'âme ou par altruisme moral. Pas du tout. Ça vient d'une équation mathématique effrayante qui régit le champ de bataille. C'est ce que le livre appelle la fameuse loi du carré de Lanchester, n'est-ce pas? Ouais, un modèle mathématique développé par Frédéric Lanchester au début du XXe siècle. C'est central pour comprendre la suite. L'idée de base, c'est que dans une mêlée générale, la puissance d'un groupe n'augmente pas de façon proportionnelle à son nombre. Mais de façon géométrique. Le calcul est redoutable. Si une force de 10 combattants affronte une force de 5 dans un espace ouvert, Où tout le monde peut se battre en même temps. Voilà, eh bien, l'avantage de la plus grande force n'est pas de 2 contre 1. Selon la loi du carré, on compare le carré de chaque force. donc 10 au carré donne 100 et 5 au carré donne 25. C'est ça. La puissance de feu réelle est de 100 contre 25. Le grand groupe est mathématiquement 4 fois plus puissant et pas seulement 2 fois. Ce qui veut dire que le groupe nombreux va non seulement gagner, mais anéantir le petit groupe presque sans subir de pertes. C'est le massacre assuré. Pour bien se le représenter, l'auteur fait référence à des vidéos assez choquantes sur YouTube, des combats de MMA en équipe. Le Team Fighting Championship, ouais. C'est ça, du 5 contre 5 dans un immense ring. Au début, ça ressemble juste à 5 duels simultanés. Mais le point de bascule arrive vite. Dès qu'un combattant tombe, son adversaire se libère et court aider un pote. Du coup, un malheureux se retrouve à combattre 2 personnes en même temps. Et il s'effondre en quelques secondes. Et là, l'effet boule de neige s'enclenche brutalement. Ça devient du 3 contre 1, puis du 4 contre 1. Le chaos devient un carnage absolu pour l'équipe en infériorité numérique en un clin d'œil. C'est exactement ça, la brutalité mécanique de la loi de Lanchester. Et la nature a compris cette mécanique bien avant les mathématiciens. Les chimpanzés, par exemple. Tout à fait. C'est précisément pour éviter de subir ce carnage géométrique que nos ancêtres primates, et les chimpanzés actuels, ont développé des tactiques bien spécifiques. Ils ne font pas de bataille rangée, j'imagine. Jamais. Un groupe de chimpanzés ne se lance jamais face à face avec un autre groupe dans une clairière. Ce serait du suicide. Ils font quoi alors? Ils organisent ce qu'on appelle des patrouilles de frontières. Ils se déplacent hyper silencieusement en file indienne dans la forêt.
De vrais commandos. En gros, oui. Il cherche à isoler un seul individu du groupe rival. Quand il le trouve, il l'attaque à 5 ou 6 contre 1. Pour maximiser l'avantage numérique, localement. Il le tue rapidement et fuit avant que les renforts arrivent. L'objectif biologique est de réduire le risque de blessure individuelle à 0. Donc si le nombre absolu est la clé de la victoire, la véritable arme de destruction massive dans la nature n'est pas le muscle. Ni la taille des crocs, hein. C'est une capacité purement cognitive, l'intelligence sociale. La capacité à rassembler, fédérer et maintenir le plus grand groupe possible. Et c'est là qu'on se heurte à une barrière physique, matérielle, à l'intérieur même de notre crâne. Ah oui, parce que maintenir la cohésion, ça demande une énorme puissance de calcul cérébral. Exactement. Il faut se souvenir de qui est ami avec qui a volé la nourriture de qui. Qui a rendu une faveur la semaine dernière? Ça fait beaucoup de données à gérer. C'est ce qui a conduit le primatologue Robin Dunbar à postuler l'existence d'une limite cognitive stricte. Le fameux nombre de Dunbar. Voilà. En se basant sur le volume de notre néocortex, il a estimé qu'on ne peut entretenir des relations sociales significatives qu'avec environ 150 personnes. Et au-delà de 150, le cerveau sature, en fait. Les informations se perdent, la confiance s'effrite. Le livre illustre ça super bien avec les travaux de l'anthropologue Napoléon Chagnon sur les villages Yanomamo dans la forêt amazonienne. Et que se passe-t-il quand un village dépasse ce seuil? Les observations sont très claires. Quand un village approche les 150 habitants, les conflits internes explosent. Les commérages ne suffisent plus à réguler les tensions. Ça devient impossible à gérer par de simples liens sociaux directs. Et le village finit presque inévitablement par se scinder en 2 tribus distinctes qui s'éloignent. Sauf si une force coercitive artificielle ou un chef tyrannique émerge pour maintenir tout le monde par la peur. Donc, naturellement, sans technologie, l'humain est biologiquement bloqué à des alliances de 150 individus. Ce qui m'amène à une expérience mentionnée dans le texte qui m'a vraiment laissé perplexe. Ah, l'expérience avec l'écran tactile? Oui, c'est fou ça. Des chercheurs ont placé des chimpanzés et des humains face à des écrans tactiles pour jouer à un jeu basé sur la théorie des jeux. Un jeu où il faut anticiper le comportement de l'adversaire pour avoir une récompense. Et les chimpanzés ont littéralement humilié les humains. Ils ont trouvé l'optimum mathématique et les probabilités de victoire bien plus vite que nous. C'est un peu vexant pour l'ego humain, c'est sûr. Mais attends, je comprends pas trop un truc. Si un chimpanzé calcule mieux les probabilités que nous, comment se fait-il que ce soit pas eux qui aient construit des empires ou inventé la poudre à canon? C'est une excellente question. Qu'est-ce qui nous échappe si nous sommes censés être de moins bons stratèges mathématiques? Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est que cette défaite sur l'écran révèle en fait notre plus grand avantage stratégique. C'est-à-dire? Au fil de l'évolution, le cerveau humain a sacrifié cette capacité à faire des calculs de probabilité froids et rapides. On l'a échangé contre quoi? Contre un outil beaucoup plus complexe et très coûteux en énergie. Le langage articulé, combiné à ce que les sciences cognitives appellent la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est la capacité d'imaginer ce qui se passe dans la tête d'autrui, c'est ça, hein? C'est exactement ce mécanisme. Avoir des croyances sur les croyances d'un autre individu. Prêter des intentions aux autres. Donc, face à l'écran, l'humain n'essayait pas de résoudre une équation statistique comme le singe. Non. L'humain essayait de deviner l'état psychologique de son adversaire. Il se disait « Bon, il pense que je vais jouer à gauche, donc je vais jouer à droite. » On est des machines à suranalyser les intentions, en fait. Absolument. Un chimpanzé coopère surtout avec des individus qui partagent ses gènes. Mais nous, avec la théorie de l'esprit et les mythes communs créés par le langage, on peut établir une confiance avec de parfaits inconnus. Ce qui nous permet de faire exploser la limite des 150 de Dunbar. Exactement. On peut former des armées de centaines de milliers d'individus qui ne se sont jamais vus, mais qui portent le même uniforme ou croient au même Dieu. Notre cerveau a donc sacrifié la logique mathématique pure pour chercher de l'intention partout. Et cette capacité à simuler l'esprit des autres est liée à un autre mystère, notre propre conscience. L'étude de la conscience, c'est un terrain de miné. Mais en stratégie, elle joue un rôle de filtre vital. On a tous l'impression d'avoir un libre arbitre total. L'impression que notre conscience réfléchit avant de donner un ordre au corps. Mais Kenneth Payne détruit cette illusion en citant les neurosciences. Surtout l'expérience fondatrice de Benjamin Libet. Oh, l'expérience avec le poignet, c'est vertigineux. Les chercheurs ont demandé à des sujets de bouger le poignet dès qu'ils ont ressenti l'envie. Et de noter l'instant précis où la décision consciente émergeait. Sauf que les encéphalogrammes ont montré que l'activité cérébrale commençait une fraction de seconde avant que le sujet soit conscient d'avoir pris la décision. La chronologie est fatale pour notre ego de stratège. L'inconscient prend la décision motrice et après seulement, l'info remonte à la surface.
Le neuroscientifique Stanislas Dehaene utilise une métaphore brillante pour ça, non? Oui, il compare la conscience à un espace de travail global. Imagine des myriades de processus inconscients qui bossent en parallèle dans le noir. La vision, l'audition, tout ça. La conscience, c'est juste le tableau d'affichage central. C'est un chef d'orchestre jazz qui tente de donner un sens à une improvisation qui a déjà commencé. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au fond? Si mon inconscient a déjà décidé de fuir ou d'attaquer avant que je m'en aperçoive, Eh ben, on peut en déduire que la conscience n'est pas le PDG de notre esprit. c'est plutôt notre avocat de la défense. Son seul boulot, c'est de créer après coup un récit logique pour justifier un acte instinctif devant la tribu. On n'est pas des penseurs rationnels, on est des machines à rationaliser. Cette nuance est cruciale. Et c'est la porte d'entrée pour comprendre les heuristiques. Un raccourci mental, en gros. Kenneth Payne insiste lourdement sur l'heuristique de l'affect, il me semble. C'est l'utilisation des émotions pour prendre des décisions rapides. Face à une tribu rivale, une décision peut nous paraître viscéralement bonne, bien avant de peser le pour et le contre. Mais d'un point de vue moderne, ça semble être une faille catastrophique. Construire la dissuasion nucléaire d'un pays sur la fierté blessée ou la peur irrationnelle, c'est un bug monumental. C'est un danger mortel, avec des missiles balistiques, c'est sûr. Mais il faut comprendre le pourquoi évolutif. Dans la savane, c'était la fonctionnalité de survie par excellence. S'asseoir pour faire une analyse coût-bénéfice lors d'une embuscade, c'est la mort assurée. L'émotion brute, la terreur, ça déclenche l'adrénaline et force l'action immédiate. Ensuite, l'avocat de la défense de la conscience entre en jeu. Pour inventer le récit héroïque qui va souder la tribu autour du feu le soir. C'est exactement ça. Mais les humains ne sont pas restés prisonniers de ces raccourcis. Pour vraiment faire de la stratégie, pour planifier sur des années, il fallait structurer cette pensée. Et c'est là qu'intervient la plus grande révolution technologique de l'histoire militaire. Une sorte de première intelligence artificielle externalisée. L'écriture. L'impact de l'écriture sur la guerre est monumental. Avant ça, la doctrine militaire dépendait de la tradition orale, Donc un savoir instable soumis aux exagérations de la mémoire. profondément mélangée au folklore. Prends la guerre racontée dans l'Iliade d'Homère, issue de l'oral. Dans l'Iliade, la stratégie est quasi inexistante. C'est une succession de duels chaotiques motivés par la rage d'Achille. Et surtout, le sort des batailles est piloté par la magie, par les dieux. Les combattants sont des marionnettes, soumis au surnaturel. Le basculement se produit avec la guerre du Péloponnèse, documentée par Thucydide. Avec lui, on passe à une approche radicalement différente. Il refuse d'invoquer Athéna ou Apollon pour expliquer une défaite. Il cherche des causes purement humaines, basées sur des preuves. L'économie, la politique, la psychologie. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand il analyse pourquoi Sparte et Athènes s'entretuent. Il réduit les motivations à 3 choses. La peur, l'honneur et l'intérêt. C'est stupéfiant. Il y a plus de 2000 ans, il résumait avec précision toute la psychologie évolutive de nos ancêtres primates. La peur primale de l'autre tribu, le besoin d'honneur pour maintenir son statut social vital et l'intérêt matériel pour survivre. Notre héritage animal gravé sur des tablettes et des papyrus. Cela soulève une question importante sur la manière dont la technologie de l'information transforme nos capacités biologiques. L'objectivité de Thucydide a ses limites, on est d'accord, il inventait des discours et favorisait Périclès. Oui, mais le simple fait de figer la pensée stratégique sur un support physique crée une communauté épistémique. Une erreur tactique peut être étudiée des décennies plus tard. La logistique complexe pour nourrir 50 000 hommes peut être calculée et transmise. L'écriture permet à notre théorie de l'esprit de s'affranchir du temps et de l'espace. Les tribus locales deviennent des empires pérennes. Sauf que les Grecs n'ont pas seulement révolutionné la façon de penser la guerre. Ils ont inventé une technologie purement physique, mécanique, qui a provoqué un court-circuit total des lois de Lanchester. Tu parles de la panoplie des hoplites. Absolument. La phalange grecque composée de citoyens lourdement armés. C'est le cas d'école démontrant que la technologie peut suspendre l'évolution naturelle. Un hoplite porte une cuirasse épaisse, un casque de bronze qui limite la vue et l'ouïe, et surtout l'aspi. Par le bras gauche. Et la mécanique de ce bouclier est un véritable hack, un piratage psychologique. L'aspice couvre le côté gauche du soldat, mais il déborde et protège aussi le côté droit du voisin situé à sa gauche. Et le soldat tient sa lance de la main droite, donc son flanc droit est dramatiquement exposé. Il faut s'imaginer la terreur absolue d'avoir ce côté mortellement vulnérable. Pour apaiser cette angoisse, chaque homme va instinctivement chercher à se coller sous la protection du bouclier de son voisin de droite.
C'est ce mécanisme physiologique de peur qui crée le fameux mur de bronze infranchissable. D'ailleurs, Thucydide notait qu'à cause de ça, la ligne de la phalange dérive toujours naturellement vers la droite pendant la marche. Chaque homme cherchant désespérément à s'abriter. Il fallait une sacrée discipline pour maintenir une ligne droite. Et sur le plan mathématique, cette formation fermée annule le chaos de la mêlée. L'ennemi est forcé de combattre frontalement, bouclier contre bouclier. Ce n'est plus la loi du carré qui s'applique, c'est la loi linéaire de Lanchester. Le surnombre écrasant perd son pouvoir exponentiel. Et si on place cette phalange dans un espace confiné, un goulot d'étranglement naturel, c'est le piratage absolu des probabilités. Comme aux thermopyles, par exemple. Exactement. L'étroiteuse du défilé montagneux, combinée à la loi linéaire imposée par le mur de bouclier, a permis à une infime avant-garde grecque de bloquer des dizaines de milliers de Perses. L'armure a vaincu les mathématiques. Et si on relie ça à la situation dans son ensemble, l'impact de cette adaptation va remodeler l'architecture de la civilisation. Comment ça? L'armement hoplitique coûtait extrêmement cher. Avant, seuls quelques aristocrates pouvaient s'équiper et monopoliser le pouvoir. Mais pour former des phalanges géantes capables d'appliquer la loi linéaire, La cité a dû mobiliser massivement. voilà. Elle s'est appuyée sur la classe moyenne, les agriculteurs qui avaient les moyens d'acheter leur propre panoplie. Et la mécanique politique est imparable. On demande à un citoyen de se ruiner pour acheter 30 kilos d'armure et d'aller risquer sa vie dans la boue. Il va pas se contenter d'obéir aveuglement. En échange de son sang, il va exiger le droit de voter sur les conflits. Il va exiger des droits politiques égaux. C'est fascinant. C'est le triomphe de la boucle de rétroaction socio-technologique. Le besoin biologique de survie dicte la création de l'armure. L'armure exige la mobilisation des classes moyennes. Cette mobilisation brise l'oligarchie et donne naissance aux prémices de la démocratie athénienne. La technologie forge la société et la société pilote la stratégie en retour. Ce cycle continu nous pousse inexorablement vers le point d'orgue de notre exploration d'aujourd'hui. L'ouvrage de Kenneth Payne fait voler en éclats le mythe de la rationalité pure. Toute la haute stratégie repose sur une fondation profondément animale. L'angoisse terrifiante d'être exclu du groupe, le recours à nos émotions pour trancher dans le brouillard de la guerre, l'utilisation de la théorie de l'esprit pour paranoïer sur l'adversaire. Les armes évoluent, mais le cerveau qui appuie sur la gâchette reste celui d'un primate social de la savane. Notre biologie définit ce qui a de la valeur. Le prestige, la honte, la victoire. Ce sont des concepts enracinés dans la vie basés sur le carbone. Mais le livre nous avertit que cette ère touche peut-être à sa fin, car le prochain acteur stratégique n'aura pas d'ADN. L'intelligence artificielle générale, c'est un avertissement final qui laisse sans voix. Jusqu'à présent, l'IA traitait juste de l'information. Mais demain, une IAG autonome pourrait prendre de réelles décisions pour la sécurité nationale. Or, on vient de démontrer que la stratégie est le fruit du besoin désespéré de survivre. Que se passe-t-il quand on confie ça à une entité de silicium? Une IAG ne ressent pas la peur de la mort. Elle n'a aucune glande surrénale pour déclencher la colère. Elle n'a pas besoin de la théorie de l'esprit pour coopérer. Comment évaluera-t-elle la perte de 10 000 soldats sur un front? Pour un humain, le coût psychologique est écrasant. L'empathie freine l'action. Pour une IA dénuée de deuil, une victime militaire n'est qu'une variable ressource -1, un simple ajustement arithmétique. C'est l'énigme du siècle à venir. Si la machine ne comprend ni la peur, ni l'honneur, ni l'intérêt biologique, comment concevra-t-elle la victoire IA? Ce qui émerge à l'horizon, c'est un silence froid, algorithmique, étranger aux passions de Thucydide. Un échiquier où la boue, le sang et l'instinct de survie n'auront plus leur place. On peut vraiment se demander ce qui nous attend si l'on délègue, pour la première fois de notre évolution, la responsabilité ultime de notre survie.